Quelqu'un à qui tu envoies les photos, parce que tout est dans le détail dans ce jeu-là. Quelqu'un à qui tu envoies les photos. Et maintenant, il te répond tac au tac. C'est bon, j'ai envie de visiter. À ton avis, c'est un mec qui est frileux ou c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter? Quelqu'un qui te répond tac au tac, tu dis j'ai envie de visiter, part du principe que lui, il doit te faire une offre. Il est obligé de te faire une offre. Parce que s'il ne te fait pas une offre, le problème, il est dans deux endroits. C'est ou le bien ou c'est toi. Quand quelqu'un me pose des questions sur les prix, j'ai dit écoutez, madame, vous venez visiter, si ça vous plaît, faites-moi une offre. Tout simplement. Et c'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Point. Donc, je les incite avant même la visite de venir faire des offres s'ils me discutent sur le prix. Ils te dénigrent tout ce que tu as montré déjà dans l'annonce, le prix, etc. Celui-là, il veut acheter. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau en pensant qu'il ne veut pas acheter. Et celui-là, il faut jouer avec lui un tout petit peu, il faut le titiller. Et il faut lui dire, bon, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose? Quand tu dis ça à un homme, par exemple, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose. Quand tu dis ça à un homme, il se vexe déjà tout de suite. Mais parce qu'il est en train de le vexer au plus profond de son âme. Il va se dire quoi, j'ai pas d'argent, moi, j'ai sûr, j'ai l'argent. Si en plus tu dis ça devant sa femme, c'est encore pire. Il va vouloir prouver à sa femme qu'il a envie d'acheter, c'est encore pire. Quoi chérie, on n'a pas le budget? Oh mais si, on a le budget, tiens, j'en achète deux, si tu veux. Moi j'ai une question, vu que je travaille avec aussi des marchands de biens, des investisseurs, je voulais savoir à partir de quand il faut créer une SCI et quel en est l'intérêt? Pour qui? Pour l'investisseur? Pour un marchand de biens ou un rentier immobilier ou un investisseur. À partir de quand c'est intéressant pour lui de faire une SCI? C'est toute une question de profil et de projet. Je te donne un exemple. Si tu veux acheter un seul bien et le revendre, tu ne fais pas une SCI. Oui, oui. Si tu veux acheter et garder tout seul, tu n'as pas besoin réellement d'une SCI. Si tu achètes un seul bien tout seul, tu n'as pas vraiment besoin d'une SCI. À quel moment une SCI, ça commence à devenir intéressant? À partir du moment où tu as plus qu'un bien déjà et qu'il y a plus qu'une personne qui va s'associer avec toi dans l'histoire. C'est à ce moment-là que ça commence à devenir intéressant. Maintenant, quand tu as plus qu'un bien, tu vas avoir besoin de dépenser tu auras des frais. Ça peut être un cabinet de gestion locative, ça peut être des travaux quand tu as plusieurs biens. Quand tu es en nom propre pour le bien et tu n'as même pas de société derrière, les charges, tu ne peux pas vraiment les défiscaliser comme il le faut. Alors que lorsque tu as une SCI, c'est une société, donc toutes les dépenses, tous les frais, tous les travaux que tu pourras avoir, tu vas pouvoir les défiscaliser beaucoup plus facilement avec une SCI qu'autrement. Maintenant, mis à part ça, la SCI, elle permet d'avoir des associés. C'est-à-dire que tu peux avoir une multitude d'associés. Je crois que c'est jusqu'à une centaine. Ce qui se passe, c'est que tu peux acheter un bien à plusieurs. Maintenant, quand tu achètes un bien à plusieurs, en général, tu vas mettre un gérant dans la SCI, parce que c'est une société. Et le gérant va s'occuper de gérer la compta autour des biens. Quand on achète à plusieurs, c'est ou parce qu'il y a plusieurs biens à l'intérieur, ou parce que c'est un immeuble et que c'est lourd pour chaque personne. Donc, imaginons que moi, je tombe sur une affaire à 15 millions d'euros, mais je n'ai pas les 15 millions d'euros, j'ai pas. Mais j'ai la bonne affaire. J'ai deux choix devant moi. Ou je vends le bien à quelqu'un d'autre, donc je gagne des honoraires, donc une commission d'agence, ou j'achète le bien et je cherche juste après des gens qui vont s'associer avec moi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une SCI, je vais aller acheter, je mets les 100 000 euros dedans, mais je n'ai pas 15 millions, je mets les 100 000 euros dedans. Après, je vais chercher des potes, ils me disent, écoute, tu as 1 million, tu as 2 millions, on peut se trouver chacun à 15 ou à 100. Et chacun va mettre 100 000 euros ou 1 million d'euros. À la fin, chacun a les dividendes ou disons les revenus partagés selon la hauteur de tes parts. C'est pas très compliqué. Donc, ça sert une SCI à partir du moment où ça commence à devenir intéressant, où tu achètes plusieurs biens, où tu comptes avoir des frais à l'intérieur. Alors, tous les biens, ils auront des frais, mais si jamais tu veux mettre la gestion locative, c'est des frais en plus que juste s'occuper du bien. Si jamais tu veux mettre plusieurs biens, il y aura des frais en plus. Donc, c'est mieux de faire ça par le biais d'une société et pas par le biais du nom propre. Maintenant, quand tu es marchand de biens, c'est autre chose. Quand tu es marchand de biens, tu as une réglementation. C'est-à-dire que tu dois acheter aujourd'hui et vendre maximum dans les 5 ans. Donc, tu vas créer une société, c'est une SAS, une SAS. C'est pas la SCI qui a cette en tant que marchand de biens. Non, marchand de biens ne fait pas de SCI. Ah non, SCI. Non, il achète le bien, il le revend, mais par le biais de la société qu'il a. C'est une foncière. Donc, il peut le faire par le biais de sa société. Mais il ne peut pas garder les biens. C'est-à-dire, un marchand de biens doit acheter et doit revendre dans les 5 ans. Un investisseur, par exemple, celui qui se prénomme investisseur et qui veut garder, donc il achète tout en nom propre. Si c'est un bien, si c'est plusieurs, il vaut mieux mettre dans une SCI. Surtout quand tu es marié, par exemple. C'est important quand tu es marié. Il y a des marchands de biens qui font les deux, qui font... Bien sûr, mais qui peut le plus, peut le moins. Un marchand de biens peut être investisseur, un investisseur peut être marchand de biens, ou il y en a un qui veut être que investisseur ou que marchand de biens. Question d'opportunité et d'achat. Ouais, c'est du business qu'ils font maintenant. Pourquoi quelqu'un serait marchand de biens et pourquoi quelqu'un serait investisseur? Par exemple, moi, je ne suis pas investisseur dans l'immobilier. Je suis plutôt marchand de biens. Moi, j'aime pas spécialement gérer les locataires, j'aime pas spécialement gérer les problèmes derrière. Et à chaque fois que je suis devant une opportunité, c'est où je l'achète ou je la revends. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux l'argent immédiat. Pourquoi je veux l'argent immédiat? Parce que
Ce que je veux, c'est investir mon argent dans ma boîte et pas spécialement dans. J'attends pas d'être rentier, tu comprends? Je préfère vivre jusqu'à la fin de ma vie en développant des choses et peut-être que mes sociétés me ramèneront beaucoup plus que l'immobilier. C'est ce que je cherche à faire. Maintenant, j'investis dans d'autres boîtes, dans plein de trucs, mais voilà, je ne suis pas un investisseur. Pourquoi? Parce que j'aime pas tout ce qu'il y a derrière, la fiscalité, les locataires, etc. Ça me saoule. Maintenant, il y a des gens qui aiment ça, d'accord, qui aiment ça, qui n'aiment pas l'action, qui n'aiment pas mobiliser de l'argent. Enfin, chacun son truc, hein. Mais voilà. Mais tout le monde peut être marchand de biens, tout le monde peut être investisseur dans la théorie. Dans la pratique, chacun ses choix. Chacun ses choix. Pas chacun chez soi. Compris, Kevin? Oui. Maintenant, ce que tu peux faire quand quelqu'un te pose ce genre de questions, tu dois lui poser 2-3 questions. C'est quoi votre projet déjà? Le projet, c'est est-ce que tu comptes acheter une fois et c'est tout, ou tu comptes acheter plusieurs fois et très souvent et longtemps? Est-ce que tu veux garder plusieurs biens ou tu vas en avoir un à la fois? Donc, si jamais c'est plusieurs biens, tu vas le diriger vers une SCI. Si c'est un seul bien et c'est one shot, tu dis achète et revends ou achète et garde. Ça suffit largement. Grosso modo, c'est ça. Un bien, pas de SCI, plusieurs biens, SCI. Marié propose aussi la SCI parce que quand il y a un contrat de mariage, par exemple, avec séparation de biens, c'est mieux de faire une SCI et tu donnes des parts à ta femme si tu en as envie. Si tu en as envie. Mais comme ça fait partie de l'exclusion du contrat de mariage, donc elle n'y touchera pas, ta femme. Mais si jamais tu as envie de lui donner quand même, parce que tu as un contrat de mariage, ce qui est une bonne chose, et moi je vous conseille, si vous vous mariez, faites un contrat de mariage quoi qu'il arrive. C'est-à-dire tout ce qui était avant le mariage, c'est à toi, tout ce qui était après le mariage, c'est à nous. Et c'est un point important pour tous ceux qui veulent se marier, quoi qu'il arrive. Mais quand tu as décidé d'avoir un contrat de mariage, c'est-à-dire que tout ce qui est à partir d'aujourd'hui, c'est à nous deux, dans le couple, eh ben, le mieux, c'est d'avoir une SCI derrière. Parce que comme le contrat de mariage, il contredit que vous avez tout acheté ensemble, ou il ne contredit pas, hein. Par exemple, tu peux dire que tout ce qu'on va acheter après le mariage, c'est chacun chez soi, chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu peux dire c'est séparation de biens, tu peux dire ça. Et si jamais quelqu'un dit ça à sa femme et la femme accepte, rien ne les empêche demain d'acheter ensemble. Mais ils vont contredire le contrat de mariage. Et ça va être un problème. Alors qu'ils pourraient très très bien le faire avec une SCI et ils se donnent des parts. Ou ils s'achètent des parts. On fera un point ensemble de ça, Kevin, si tu veux. Mais maintenant, un des meilleurs conseils que je puisse te donner, quand on parle de fiscalité, et c'est exactement ce que je fais, parce que dans l'immobilier, il y a plusieurs choses. Tu as le fait d'acheter une bonne affaire, okay, donc trouver les bonnes affaires, les dénicher, les négocier, les travailler. Mais quand tu es l'acheteur, à part le fait qu'il faut avoir l'argent et le crédit, il faut vraiment réfléchir à la fiscalité. Et la fiscalité, c'est justement ces choix-là, c'est SCI, pas SCI, nom propre, marchand de biens, etc. Il faut réfléchir à la fiscalité. Moi, je donne quasiment jamais de conseils en fiscalité. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas le sujet comme un expert. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je déteste qu'on me contredise ou qu'on me dise quelque chose et qu'on me dise non, tu te trompes, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je déteste qu'on me dise ça. Alors, je ne rentre pas dans des domaines que je ne maîtrise pas du tout. Tout ce qui est CGP, tout ce qui est comptabilité, fiscalité, moi, j'ai un avocat, j'ai un fiscaliste, j'ai un comptable fiscaliste qui maîtrise bien le sujet. Moi, je lui pose des questions et c'est lui qui me donne les réponses. Et donc, à chaque fois qu'on pose ce genre de questions de fiscalité, je redirige toujours le gars vers son comptable ou vers mon comptable et on vendra la prestation. Mais c'est le mieux parce que je ne suis pas fiscaliste et toi non plus. Moi, je ne supporte pas regarder les fiches de paye ou les impôts et je déteste ce truc-là. Tu ne peux pas t'imaginer. Et même si je connais grosso modo les bonnes choses, la majorité du temps, je ne donne pas de conseils sur le sujet. Je dis aux gens, le mieux, c'est de prendre une décision avec votre comptable. Vous vérifiez avec lui ce qui est le mieux pour vous. Et parce que moi, je ne suis pas un fiscaliste et en tant qu'agent immobilier, je ne suis pas censé être fiscaliste. Ce que je suis censé faire, lui ramener une bonne affaire. Je lui dirais que c'est une bonne affaire, mais je ne lui dirais pas si c'est bien d'acheter un SCI ou en nom propre ou en marchand de biens. C'est son choix fiscal, c'est sa façon de voir les choses. Maintenant, je pourrais lui donner des indications ou des alertes, tout ce que tu veux, mais par rapport à ce que je sais, mais je ne vais pas lui dire ça, c'est le bon conseil, fait. Dans les domaines que je ne maîtrise pas, jamais je dis ça. Jamais je dis ça. Dans les domaines que je maîtrise, je pourrais te dire non, ça c'est de la merde, tu ne fais plus, tu fais ça maintenant. Parce que je maîtrise. Dans les autres sujets, je survole. Tu comprends, Kevin? On redirige les gens vers le comptable. C'est la meilleure chose à faire. Okay. Après, si tu as un CGP, tu le rediriges vers un CGP. Le CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. C'est ça leur business, c'est ça leur métier, de comprendre tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'y intéresser, Kevin. Hein, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu ne pourrais pas faire un stage maintenant de 6 mois ou 1 an en tant que CGP. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller apprendre. Il y a des formations pour ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre tout ce qu'un comptable sait. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne l'apprends pas. Si ça m'intéressait, je l'aurais appris. Si je l'aurais appris, je l'aurais expliqué aux gens. Mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas envie de m'en soucier. Parce que
ce que j'essaye de faire, surtout quand tu connais trop de choses. Je l'avais dit la dernière fois, tu sais, quand les gens viennent du bâtiment, ils ont tendance à donner des conseils dans le bâtiment. Quand quelqu'un est fiscaliste, ils ont tendance à donner des conseils en tant que fiscaliste. Et quand tu donnes ce genre de conseils, les gens en face de toi, ils pensent que tu as raison, ils vont commencer à réfléchir s'ils achètent ou ils n'achètent pas. Parce qu'ils vont commencer à prendre en considération énormément de points. Maintenant, ce n'est pas à moi de leur donner tous ces points de réflexion, c'est à eux avant de venir décider d'acheter. Maintenant, si moi, je commence à rentrer dans des histoires fiscales et je commence à me faire chier là, à chercher la paperasse, les lois, les règles, les calculs, les conneries, d'abord, je ne suis pas payé pour ça déjà, mais en plus, je ne suis même pas sûr de vendre à la fin. Parce que le mec, il ne doit pas prendre la décision d'acheter un bien selon la fiscalité, sur le principe. Il doit prendre la décision d'acheter un bien parce que c'est une bonne affaire. S'il a décidé d'être investisseur, c'est ça sa décision. C'est est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Et pas ces disons, ces dilemmes fiscaux. Et les dilemmes fiscaux, il doit les voir avant avec son comptable, avant d'acheter. Donc, tout ce qui est avant l'achat, moi, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe de tout ce qui est après l'achat. Donc, tu décides d'être investisseur, tu as vérifié avec ton comptable. Sinon, on va avoir un comptable. Ouais. Et ça, c'est un très bon conseil, de toutes les manières, quoi qu'il arrive. Hein. Et je ne donnerai pas ce conseil parce que je ne connais pas la réponse. Je donne ce conseil parce que c'est la bonne réponse. Pose-moi des questions sur la compta chez moi, je pourrais te dire exactement où on est, mais est-ce que je suis optimisé ou pas? Non, je n'ai même pas besoin de savoir ça. Je dis à mon comptable de chercher à l'optimisation. Maintenant, je lui dis comment faire ou quels sont mes desiderata, mais à la base, c'est son métier. Si je vais, je sais pas, moi, je vais chez le garagiste, je fais confiance au garagiste, je ne vais pas commencer à lui dire non, il faut prendre la clé de 7. Donc, moi, je travaille avec des professionnels, je paye pour qu'ils soient professionnels dans leur domaine. Tu comprends, Kevin? Oui. Tous les professionnels font ça. C'est pas. Pose la question à Sébastien. Est-ce qu'il fait sa compta lui-même? Je pense pas. Alors, peut-être oui, parce que c'est un génie, mais peut-être pas. Maintenant, il fait pas. Oui, exceptionnellement, quand il y a le contrôle fiscal. Ouais, est-ce qu'il va se faire chier maintenant? Il sait rédiger des compromis. Est-ce qu'il a envie de le faire pour tout le monde? Non plus, c'est pas son boulot. Sauf s'il décide de le faire parce que, je sais pas, marketingment parlant, ça lui parle. J'en sais rien. Mais c'est la perte de temps. C'est pas notre boulot. Tu comprends? C'est pas notre boulot. Ouais. Notre boulot, c'est pas la paperasse, c'est pas la fiscalité. Toi, tu es un vendeur. Tu as un flux, tu cherches des affaires et tu les vends. C'est tout. Toi, tu cherches le business. Tu cherches pas la fiscalité. Il faut bien faire la séparation dans ta vie parce que plus, tu vois, les gens qui sont dans le bâtiment, tout le temps, quand tu vas voir un appartement, ils font oh là là, c'est quoi ce genre de peinture? Ils vont commencer à critiquer les trucs parce qu'ils voient dans le détail des choses que les autres ne voient pas. Mais des fois, il faut être un peu aveugle, tu vois. Il faut éviter de regarder tout trop dans le détail parce que sinon, tu intellectualises trop le système et tu commences à avoir trop de points de réflexion. En réalité, un bien, c'est un bien, quoi. C'est des murs, ça ne bougera pas pendant les 50 prochaines années, ou c'est rentable ou c'est pas rentable, point à la ligne. C'est pas un truc. C'est pour ça qu'on vend de l'ancien plus cher. Tu vois, quand tu achètes une voiture neuve chez un concessionnaire, elle perd 20 à 30% de sa valeur dès qu'elle est sortie du concessionnaire. Un bien immobilier, ça peut être habité 1000 fois dans l'année, ça augmentera de valeur avec le temps. Je vois bien que ce n'est pas la même chose que de vendre l'occasion et de l'immobilier. Et les gens, dans leur tête, c'est une valeur sûre, l'immobilier. Donc, concentre-toi sur la vente. Si tu vends des bonnes affaires avec une bonne rentabilité, tu expliques aux gens ce qu'ils achètent et que tu sais que ce que tu vends, c'est une bonne affaire, toi, tu n'as même pas besoin de réfléchir si c'est une bonne affaire pour ou pas. C'est une bonne affaire. Fiscalement parlant, ça peut être plus intéressant ou moins intéressant, mais jamais ils vont perdre de l'argent quand c'est une bonne affaire. Donc, même si tu ne te soucies pas de leur fiscalité, ils ne vont jamais perdre de l'argent si tu leur vends une bonne affaire. Jamais. La fiscalité, ça vient après l'achat. Et il n'y a aucun professionnel, je sais pas moi, aucun entrepreneur qui veut devenir millionnaire qui se prend la tête, oh putain, quand j'aurai 31 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, je vais payer quand même 12 millions d'euros de TVA. Personne ne se prend la tête avec ça, mais pas du tout, on s'en fout. C'est-à-dire, quand tu es entrepreneur, tu cherches à faire des millions et tu ne te prends pas la tête sur combien de TVA ou d'impôts tu vas payer. Parce que tu sais que plus tu payes de TVA, plus ça veut dire que tu gagnes de l'argent. Plus tu payes d'impôts, plus tu gagnes des sous. Donc, ça fait partie du business, payer des impôts et de la TVA. Donc, on s'en fout. On ne va pas commencer à réfléchir, ah merde, si je vends ça à 100 euros, je vais payer 20 euros de TVA. Non, tu fais du hors-taxe et hop, ça marchera. C'est ce que tu as envie de faire. Mais tu ne te prends pas la tête à est-ce que tu vas payer la TVA ou pas plus tard. Donc, ça, c'est les problèmes qui viennent après la vente. Après la vente. Donc, d'abord, on se préoccupe de vendre et après, on s'occupe du reste. Et même par rapport au courtage, par exemple, par rapport au courtage. Très souvent, les agents immobiliers, ils se prennent pour des courtiers immobiliers. Et donc, ils commencent à poser des questions de courtier. Ah oui, vous gagnez combien par mois? Envoyez-moi les fiches de paie. Ça, c'est des abrutis, ces gens-là, ceux qui font ça. Parce que quand tu vas chez Apple Store, par exemple, et tu vas acheter un iPhone à 2000 balles, le mec qui est en face de toi, là, c'est un vendeur.
Si tu lui poses des questions, comment je peux l'acheter, il va te dire 2000 euros. Est-ce que je peux faire des financements? Écoutez, ou vous achetez en une fois, maximum 4 fois sans frais. Mais après, si vous faites plus que 4 fois, il faut passer par l'organisme de financement. Ils te le disent. Mais le mec, il a juste répondu à la question. Mais il ne va pas te faire le financement au moment où tu es en train d'acheter l'iPhone. Il te vend l'iPhone, il te le vend dans ta tête, tu as compris que c'est un produit intéressant pour toi, tu prends la commande et tu vas au comptoir pour payer. Et c'est à ce moment-là qu'on te dit, attention monsieur, vous ne pouvez pas faire avec votre carte, il faut faire un financement. Mais c'est seulement au moment où tu as après la décision d'achat. Après la décision d'achat, tu réfléchis au financement. Et c'est la même chose dans l'immobilier ou n'importe quoi. Tu vends d'abord l'histoire et le mec, il va se débrouiller après avec le financement. Et quand tu es négociateur, tu te prends pour un courtier et tu commences à poser des questions sur le financement alors que la personne, elle n'a pas été convaincue encore d'acheter le bien, tu es en train de te mettre un frein avant même que ça arrive. Donc, le financement, on parle après. C'est comme dans un restaurant. Le client, il vient dans un restaurant, il vient pour acheter un menu, une sushi, peu importe ce qu'il a envie d'acheter. Il achète son truc, enfin, il s'assoit à table, il commande, il s'assoit, il mange jusqu'au dessert, il commande même le dessert. Et c'est seulement à la fin que quelqu'un lui demande, donnez-moi le financement. C'est à la fin que tu demandes ta carte Visa, c'est pas au début. T'imagines si, alors ça existe, hein, le drive par exemple au McDo, mais parce que c'est une façon de consommer qui est différente. Mais imagine dans un restaurant, à peine tu rentres dans la porte, et on te dit, monsieur, est-ce que vous avez le financement? Mais c'est pas possible, tu rentres pas, parce que déjà, aller dans un restaurant, c'est changer d'ambiance, passer une expérience culinaire ou ce genre de choses. Mais l'idée, c'est pas qu'on te demande si tu as le financement ou pas pour 30 balles. Tu comprends? Et si jamais tu poses la question à quelqu'un qui attend dans la queue du restaurant, parce que ça fait 3 jours qu'il attend de bouffer ici, il a réservé sa place, demande-lui quand il est sur la queue en train d'attendre, là, avec tout le monde depuis 1 heure, demande-lui, dites-moi, vous êtes sûr, là, parce qu'avec votre veste, hein, j'ai pas l'impression que vous avez assez d'argent pour payer le menu. Tu peux pas lui dire un truc pareil, tu comprends? Tu peux pas lui dire, viens, on vérifie, je vous donne un prêt, je sais pas moi, comment on appelle ça, ce truc-là? Bon, peu importe. Tu peux pas, j'oublie le terme. Oh, le matin, des fois, j'oublie des trucs. C'est un Alzheimer qui débute, ça. Mais voilà, l'idée, c'est le financement. Tu ne le demandes pas avant. D'abord, tu vends. D'abord, tu vends. Tu vends ton iPhone, Kevin, super, je vais l'acheter. Voilà, ça, c'est ton étape. Après, comment tu vas payer, Daniel? C'est après que j'ai décidé d'acheter. Bon, je te l'achète, Kevin. Et là, tu me dis, bon, alors, comment tu payes? Mais d'abord, tu me le vends, le truc. D'abord, tu me le vends. D'accord? D'abord, tu me le vends. Une fois que j'ai décidé d'acheter, là, tu parles de comment je paye. D'accord? Donc, les commerciaux, il ne faut pas qu'ils se mêlent sur le crédit. Il ne faut pas qu'ils se mêlent. Part du principe, par exemple, que quelqu'un qui vient visiter un bien à 200 000, il a minimum 150 000. Peut-être qu'il vise trop et il veut négocier, mais il a minimum 150 000. Il n'y a personne qui vient balader dans des appartements avec 0 € dans la poche. Ça n'existe pas, ça. Il faut être taré pour aller faire chier les agents immobiliers en sachant qu'on n'a pas la possibilité d'emprunter même 10 euros. Ce n'est pas possible. Donc, tu peux t'imaginer avec ton salaire, tu dis, ouais, je peux me prendre un crédit à 200 000, tu t'imagines, tu vas faire des visites, après le courtier te dit, non, c'est pas possible, maximum 150. Tu peux te tromper sur le montant max, mais tu ne peux pas te tromper à 600 000 euros près. Tu te trompes à 20 000, 30 000, 50 000. Et c'est à ce moment-là que nous, on doit qualifier l'acheteur. Plus tard, une fois qu'il a fait une offre, il va aller chercher son courtier. Là, il te dit, non, en fin de compte, je ne peux pas. OK, super. On passe à autre chose. Maintenant, vous voyez que vous ne pouvez plus emprunter 220 000, mais vous pouvez emprunter 180. On va chercher un bien à 180. Mais d'abord, tu vends après le financement. D'abord, tu vends, après, tu parles fiscalité. Mais pas avant. Tu n'inverses pas les choses. Tu comprends? Ouais. Pitch? Ouais. All right. Next. Allez, on enchaîne. Vincent, comment ça va, Vincent? Vincent, il n'a pas l'habitude, Vincent. Vincent. Parle, Vincent. Comment ça va, Vincent? T'as pas le micro? Ça marche pas. Ça marche pas, Vincent? Bon, comment ça va, les autres? Parlez avec moi. Oh, vous voulez que je parle? Lancez-moi un sujet comme ça. Moi, j'avais des questions. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. J'avais prévenu la team hier soir que j'allais poser des questions ce matin donc au Big Morning. Mais évidemment, j'ai des réponses, j'ai mes façons de faire. Mais depuis quelques années que je pratique, mais je voulais que les négos entendent en fait votre réponse et votre, ce que vous pouviez conseiller à ce sujet-là. C'était par rapport à comment capter une offre d'achat après une ou des visites où c'est un petit peu tendu, où il y a de la pression sur un bien, où on a un mandat simple, où il y a des visites de programmer le lendemain, etc. avec d'autres agences. Ça s'est passé hier soir avec 2 de mes négos et un de mes 2 négos. Racontez-moi l'histoire. Sébastien, racontez-moi l'histoire. Comment ça s'est passé? Client sortant, en fait, ni moi ni ma collègue, on a réussi à prendre une offre d'achat. Pourtant, ils étaient intéressés, etc. Ils ont dit, on va prendre le temps de la réflexion, on va attendre demain. Enfin bref, alors qu'en face, il y a une super
négo d'un autre réseau qui maîtrise son domaine et son marché sur le secteur parce qu'elle est depuis des années numéro 1 sur le secteur. Et pourtant, hier, on était moins cher en termes de prix parce qu'il avait fait une baisse de prix de 20 000, mon négo. Bref, au final, en fait, 2 clients de chez nous et hier soir, aucun des deux ne s'est positionné alors qu'aujourd'hui, certainement ce matin, pourrait se jouer et peut-être pas malheureusement avec… Alors, les offres, elles sont comment? Elles sont en prix? Elles sont plus élevées que celles des donc, ils autres? me disent, le négo me dit hier soir, pourtant c'est un très très bon négo, il me dit hier soir, je dois merder, je dois faire quelque chose de mal en fait en clientèle. Je n'arrive pas en fait à capter ou à déceler ou à bien présenter en fait ou choisir le moment où je dois en fait capter l'offre. Mais Sébastien, il faut connaître l'histoire. Comment ça s'est passé, la visite? C'est une question Non, parce que en général, parce que c'est du non, récurrent. alors en général. J'étais pas à ce rendez-vous-là. Ok, moi en général, c'est qui le négo? Quand il se cache, s'il est anonyme, Il n'est pas là. il n'est pas là, ok. D'une manière générale, parce que comme je ne connais pas l'histoire, comment ça s'est passé, ça se trouve, il a fait quelque chose de pas bien sur tout le chemin. Quelque part sur le chemin, il a fait quelque chose de pas bien pour arriver à cette conclusion où les personnes ne veulent pas, même pas accepter les offres, alors, ou même pas les écouter. Il a transmis les offres ou pas?